Entr'acte. Silence. Oyez, damoiselles et damoiseaux, gentes dames et troubadours, et bienvenue pour cet entr'acte science, aujourd'hui consacré à la plus culte des séries cultes, j'ai nommé Kaamelott. Si vous nous connaissez déjà, vous savez que faire des parallèles entre la culture populaire et la taxonomie, c'est un peu notre dada, notre canasson à nous, notre fidèle destrier. Et si vous êtes nouveau, bienvenue, et vous ne savez peut-être pas ce que taxonomie veut dire. Déjà, rien que le mot vocabulaire, je suis pas sûr à 100%. La taxonomie, c'est un gros mot barbare pour désigner l'art subtil de donner des noms aux êtres vivants et aux catégories qui permettent de les classer. Quand il s'agit de nommer les espèces, il y a deux règles essentielles à suivre. Bon, en fait, il y en a des milliers, mais il y en a deux qui sont essentielles. La première règle du Taxonomy Club est « on ne doit pas nommer une espèce d'après soi-même ». Sinon, tout le monde irait de son petit sobriquet et ce serait rapidement la prolifération de nouveaux noms d'espèces dédiés à l'ego de chacun. Et la deuxième règle du Taxonomy Club est qu'on n'a pas le droit de donner le même nom d'espèce deux fois. Eh ben oui, si toutes les espèces ont le même nom... On n'est pas sorti du sable. À part ça, on a à peu près le droit de faire ce qu'on veut. Toutes les fantaisies sont permises. Donc vous imaginez bien qu'à partir de là, les zoologues, botanistes et paléontologues de tout poil ne se sont pas privés pour donner des noms d'espèces qui faisaient des références à leurs éléments culturels favoris, que ce soit la saga du Seigneur des Anneaux, Star Wars, ou bien encore Marvel. Donc, bien entendu, avec la sortie du premier volet cinéma de la saga Kaamelott, il était impensable que nous ne sautions pas sur l'occasion pour vous faire une petite liste non exhaustive mais croustillante de quelques espèces ou concepts scientifiques dont les noms ont été directement ou indirectement inspirés des légendes arthuriennes. C'est l'occasion de rire et de s'amuser un peu tout en apprenant quelques petites choses sur les sciences naturelles, bref... C'est très important pour la santé du cigare. Et on commence tout de suite par... Boort. Non, par le château de Kaamelott, demeure du roi Arthur et siège de la fameuse table ronde qui a donné son nom à rien de moins qu'un dinosaure, le bien nommé Camelottia borealis. Camelottia est un prosauropode, un petit cousin des dinosaures géants à long cou qui a vécu il y a environ 200 à 210 millions d'années en Angleterre et dont les fossiles ont été retrouvés dans le Somerset. Tout fan de dinosaures que vous puissiez être, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Camelottia, car en réalité on ne possède que très peu de fossiles de cet animal. Quelques vertèbres, des bouts de bassin et quelques os des jambes. Eh ben Kaamelott, on peut dire que ça porte bien son nom. Pour la petite histoire, les fossiles de deux autres grands sauriens du Trias se sont aussi avérés appartenir peu ou prou à Camelottia, Gresliosaurus et Avalonianus. Les fans auront reconnu la petite référence à Avalon, domaine de la fée Morgane et plan retraite définitif et sans retour du roi Arthur. Avalonianus s'appelait autrefois Avalonia quand il fut nommé par Harry Seeley en 1898. Il est toutefois arrivé 9 ans trop tard car en 1889, Charles Walcott, le célèbre découvreur des schistes de Burgess, avait déjà baptisé du nom d'Avalonia un trilobite qu'il avait découvert en Amérique du Nord. Avalonia le dinosaure dut donc être rebaptisé Avalonianus pour ne pas créer de doublons. Il fut enfin synonymisé avec Camelottia quand on s'est rendu compte que c'était le même animal. Pfiou, on en est enfin arrivé au bout. C'est pas si simple. Ah bon, parce que c'était simple ça? Ah, mais oui, parce qu'en fait, Avalon, c'est aussi le nom d'une péninsule de Terre-Neuve qui a donné son nom à la fois à un ancien sous-continent paléozoïque qu'on appelle le Terran d'Avalonia, ainsi qu'à l'explosion avalonienne, qui est un autre nom qu'on donne à l'explosion édiacarienne, l'une des premières diversifications des formes de vie pluricellulaires avant la fameuse explosion cambrienne. Ah ouais, c'est vrai que ça a pas l'air évident. Attends, j'ai pas fini. Et en plus, Avalonia le dinosaure, bah en fait, c'était une chimère, un composite de plusieurs spécimens, il n'y a que le squelette qui a été réattribué à Camelottia, mais les dents, elles appartenaient en fait à un animal carnivore du nom de Picrodon, qui lui n'est peut-être même pas un dinosaure. Je suis pas sûr d'avoir tout suivi. Pour résumer, Avalonia, nommé en référence à l'Avalon arthurienne, a dû être renommé Avalonianus, qui a ensuite été renommé Camelottia, sauf ses dents, qui sont devenues Picrodon. Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. On reste dans les grands reptiles mésozoïques, mais cette fois nous partons sous l'eau avec... La dame du lac. Non, toujours pas. On va parler d'Excalibosaurus, un grand ichthyosaure du Jurassique d'Angleterre. Son nom est évidemment une référence à la Master Sword de l'univers arthurien, j'ai nommé l'épée légendaire Excalibur. Et quand on voit la longueur du nez d'Excalibosaurus, on n'a pas de mal à comprendre pourquoi il fut nommé ainsi. Il ne s'agit en fait pas du nez, mais du rostre d'Excalibosaurus. Son nez se trouve en fait ici, très haut sur le crâne, un peu comme les vents des dauphins.
À quoi donc lui servait son long rostre, me demanderiez-vous? Et vous auriez raison de poser la question. Eh bien, ce n'est que spéculation, mais il est possible qu'il l'ait utilisé pour assommer ses proies, à grands coups de museau, comme le font les narvals avec leur longue défense, ou bien les poissons-scies. De tous les personnages des légendes arthuriennes, Excalibur est d'ailleurs la championne pour ce qui est du nombre d'espèces baptisées en son nom. Nous avons donc Excalibosaurus, l'Ichthyosaure, mais il y a aussi le long escargot pointu Gyraxis excalibur et le ver de terre de Nouvelle-Zélande Metaferretima excaliberi. Fait amusant, ce genre de ver de terre inclut aussi l'espèce Metaferretima durandali, du nom de Durandal, une autre épée légendaire ayant appartenu au chevalier Roland. Et même si vous ne connaissez pas Roland, vous ne me ferez pas croire que vous ne connaissez pas Durandal. Un poulpe? Ah non, pas un poulpe, un ver. Un poulpe? Mais non, pas un poulpe, j'ai dit un ver. Oh, et puis zut, la suite. Mais évidemment, ce que vous voulez savoir, c'est si votre personnage favori, votre petit chouchou, a une espèce qui porte son nom. C'est donc l'heure de parler de celui que vous attendez tous. Lancelot du lac. Mais non, pas Lancelot, mais c'est le personnage préféré de qui, Lancelot, de toute façon? Non, c'est l'heure de parler de Provençal le Gaulois. Tu veux dire Perceval le Gallois? Bah c'est ce que j'ai dit, non? Perceval le Gallois. Car comme dans la série Camelot, la réputation de Perceval lui doit gloire et renommée, non pas dans son pays de Galles natal où il est considéré comme une tanche, mais à l'étranger, en Afrique, où 2 espèces lui sont dédiées. D'abord, la chauve-souris trident de Perceval, Cléotis persivali, une petite boule de poils trop choupie avec 3 petits picots sur le museau auquel elle doit son nom. Pas la peine de nous demander à quoi servent ces 3 petits picots. Personne ne le sait, et on ne le saura probablement jamais car la pauvre bête est en danger critique d'extinction. La deuxième espèce est un lézard, Acontias persivali, qui est une espèce de saurien squamate apode de l'infrahorde des Syncomorpha. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bon, on va faire plus simple, hein. Acontias persivali, c'est un 5. Bah, je croyais qu'il y en avait que 2 des espèces. Bah oui, il y en a 2. La chauve-souris, ça fait 1, et là, c'est le 5. Le 5, c'est le 2. Hein? Mais non, pas 1, 5. La chauve-souris, c'est le 1, le 5, c'est le 2. Une chauve-souris a un 5, ça fait 2. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs. Bon, je reprends. Les 5 de Perceval, donc, que j'ai décidé désormais d'appeler des Slooby 5, hein, pour faire bonne mesure, ce sont des lézards africains qui ont la particularité de ressembler un peu à des serpents, car en plus du fait qu'ils n'ont pas de jambes, Ils ont pas de bras. mais que serait Perceval sans son fidèle acolyte? Non mais ça va pas? Ah, désolé de vous avoir percé les tympans, mais je sentais qu'il allait encore m'interrompre l'autre lac, donc j'ai préféré prendre les devants. Hein. Il s'agit bien de Caradoc, oui. Pas de nom d'espèce pour le goulu chevalier de Vannes, mais un étage géologique, le Caradocien, qui n'est plus officiel, et est tombé en désuétude, et qui de toute façon doit son nom à une montagne et pas vraiment au chevalier, et puis de toute façon ça s'écrit pas pareil, donc au final... C'est de la merde. On reste dans l'ordovicien avec les trilobites du genre Merlinia, qui comportent 4 ou 5 espèces, ainsi nommées en l'honneur du puissant magicien Merlin. Le nom de Merlin leur vient de leur pygidium, leur queue si vous préférez, qui sont souvent retrouvés détachés de leur corps et qui ressemblent à des petits papillons pétrifiés. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ouais, moi non plus. C'est quoi le rapport? Je sais pas moi, c'est ce que tout le monde dit sur internet. C'est mignon, c'est poétique, la magie, les magiciens, tout ça. Ou bien peut-être que ça a juste à voir avec la façon dont le faucon Merlin papillonne dans les airs. Oui, alors, ce que tout le monde dit sur internet n'a jamais été et ne sera jamais une bonne excuse pour dire des inepties. La bonne information, elle, se trouve dans les publications scientifiques. Alors, si on remonte à la publication dans laquelle Merlinia fut nommée, les auteurs déclarent que ces trilobites ont juste été retrouvés dans le district de Carmarthen, au Pays de Galles, la ville d'où Merlin serait originaire. Et c'est de là que vient le nom de Merlinia. Voilà la vraie info. Et les papillons pétrifiés, c'est une autre histoire. Non mais attends, tu la sors d'où cette info? De la description d'origine du genre Merlinia, un article qui fut écrit en 1987 par Forte et... Oh non, attends. Ce nom, Le souvenir de ses yeux glaçants. l'évocation d'un regard transperçant la nuit. Ça peut pas être lui, pas en 87. Si ça se trouve, c'est un vampire. C'est... Ah non, c'est Richard Forte et Robert Owens. C'est pas passé loin. Toujours dans le rayon des petites bêtes, voici venir le charançon de Pendragon, un insecte ravageur de plantes nommé d'après le roi Arthur Pendragon himself. Ah bah enfin, je me demandais si on projetait de parler d'Arthur dans cet épisode sur les légendes arthuriennes. Hein? Eh oh. Je crois que je hais cet homme. Bon bah tout vient à point à qui sait attendre. Il a quoi de spécial ce charançon? Le problème, c'est qu'il lui reste plus grand chose de spécial à ce charançon, puisque le nom de genre Pendragon a été remplacé par Othyrhynchus. Pendragon n'est donc plus qu'un sous-genre d'Othyrhynchus. Donc on est passé d'un glorieux charançon de Pendragon à un charançon à rostre en forme d'oreille, pas piqué des hannetons. Ça a autrement moins de classe. Je ne te le fais pas dire.
Mais on peut se consoler avec un peu de romantisme, car oui, dans Kaamelott, Arthur est aussi et surtout un personnage romantique. Et il est donc tout naturel qu'une variété de fleurs porte son nom. Il s'agit de la clématite de Pendragon, Clématis pendragon, qui fut créée par hybridation en Grande-Bretagne dans les années 90. Elle a été greffée spécialement pour vous. Bah merci. Mais assez de sentimentalité, il est temps de conclure en beauté. Alors dressez la table, Sortez vos cuillères, préparez les salsifis, et changez pas assiette pour fromage. car voici venir celui que vous attendez tous. César! Ah bah non du coup, pas César. Ah, tu vois qu'il y a pas que moi qui t'interromps pour dire n'importe quoi. Alors bon, le personnage du Burgonde ne fait pas vraiment partie de la légende arthurienne, évidemment. Mais bon, on n'allait quand même pas s'en priver. L'avantage du Burgonde, c'est que son nom lui vient de sa contrée d'origine, la Burgondie, qui donnera son nom à notre Bourgogne moderne. Il n'est donc pas difficile de trouver des noms d'espèces inspirés de la Burgondie, notamment parmi les plantes et les fossiles provenant de Bourgogne, car ils ont été nommés en référence à leur provenance. Mais le nom d'espèce le plus drôle reste quand même Cornutella burgondiensis, une espèce microscopique de radiolaire du Miocène des mers antarctiques, qui doit son nom non pas à la Bourgogne dont il ne provient pas, mais à la forme de sa coquille qui évoque la forme d'une bouteille de vin de Bourgogne. Bon, c'est sûr, ça fait pas référence directement au personnage du Burgonde, mais bon. On s'en fait rien. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon des espèces aux noms évoquant les légendes arthuriennes. Alors oui, aucune espèce n'a été directement nommée en référence à la série Kaamelott, mais c'est surtout parce que cette dernière est un peu jeune et a eu un retentissement francophone. C'est vrai que comparé aux centaines d'années d'existence des légendes arthuriennes et leur rayonnement culturel international, la quinzaine d'années de la série représente peu de choses et il n'est donc pas étonnant que les scientifiques n'aient pas attendu Alexandre Astier pour s'y mettre. Mais qui sait, peut-être que les nouveaux films inspireront une nouvelle génération de chercheurs. Merci à tous. Les oiseaux petits